Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis extrêmement content de vous retrouver avec un invité que je voulais avoir depuis très longtemps et qui me fait le plaisir et je dirais même l'honneur d'avoir accepté mon invitation. Cette personne, c'est Denis Lavant. Bonjour Denis. Bonjour. Très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Alors, pour la description, j'ai une à la fois assez courte et une un peu plus longue. La plus courte étant un saltimbanque, un artisan, un histrion, qui ouvre, je crois, votre livre Échappée belle. Oui, j'ai dû marquer ça, ouais. C'est ça, un recueil d'entretiens avec Anaïs Humano. Alors, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, déjà je les plains, mais vous êtes comédien, acteur, avec plus de... Je suis comédien. Comédien ? Pas le terme acteur ? Pas acteur, moi je suis comédien. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi ça comme... Pourquoi pas le terme acteur ? Un peu acteur ? comme définition, mais elle est assez subjective et aléatoire. Pour moi, le comédien, c'est celui qui se déplace vers un personnage, un rôle, un univers, un auteur, un matériau théâtral ou cinématographique ou poétique ou autre. Et l'acteur, c'est celui qui ramène tous ces éléments à lui-même. D'accord. Et qui est dans le culte de sa personnalité publique. Comme bien. Ça se fait énormément dans le cinéma. C'est une des... Comment dire des filières des comédiens, particulièrement dans le cinéma français, je pense. D'accord. Oui. Très bien. Bon, donc, comédien. Comédien. Avec plus de 70 films en à peu près... je suis allé voir sur Wikipédia, effectivement. Mais il y en a dont je me souviens pas. Il y en a qui ont dû pas sortir. Et il y en a où j'ai été coupé au montage, peut-être. D'accord. Parce que du coup, vous diriez combien de films ? Moi, je dirais que les films que j'ai faits, auxquels je m'identifie parce que je suis dans un rôle important, j'ai une grosse responsabilité, je veux dire, dans l'ouvrage, ça se compte sur les doigts de deux mains, quoi. Oui. Il doit en avoir une dizaine. Après, j'ai fait énormément dans l'audiovisuel. J'ai fait des clips, j'ai participé à beaucoup de courts-métrages, j'ai fait des choses un peu bord cadre, hétéroclites, que j'assume aussi. Mais vraiment, si on parle de films de cinéma, à mon avis, on a une dizaine. Une dizaine ? Ouais. Très bien. Donc sur 70, ça fait... Alors j'avais noté entre autres donc capitaine d'un baleinier à la poursuite d'une baleine blanche dans Capitaine Ahab. J'entends. Ouais. Vous avez aussi prêté vos traits à la monstrueuse obsession de Louis-Ferdinand Céline. Oui. À la fois au cinéma et au théâtre, d'ailleurs. Oui, d'abord au théâtre et ensuite au cinéma. D'abord au théâtre, effectivement. Sur deux projets extrêmement différents. Faire danser les alligators. Faire danser les alligators sur la flûte de Pan. Qui est le moment où mis en vous avez scène découvert. par Yvan Morane. Et des textes qui sont que du Céline. 100% Céline, essentiellement sa correspondance. C'est ça, oui. Qui ont été rassemblés par un inconditionnel de Céline, si je puis dire, qui s'appelle Émile Bramy. D'accord. Qui a fait un travail d'adaptation magnifique. Au théâtre pour donc cette pièce. Et donc ensuite au cinéma, sur la rencontre entre Céline et l'auteur américain dont j'ai oublié le nom, c'est parfait. Moi je m'en souviens, heureusement. Est-ce que vous pouvez le donner ? Milton Indus. C'est ça, Milton
Milton Indus, et bien sûr votre participation avec Léos Carax, où on a pu vous voir aussi bien courir sur du David Bowie, Oui, arpenter le Pont Neuf ouais, dans tous les sens. en- Et même en sauté du Pont Neuf. et même en sauter également, jouer de l'accordéon dans la Samaritaine, c'est ça? Non, la Non, Samaritaine, c'est à c'est avec l'église Kylie Saint-Méry, Minogue. excusez-moi. C'est à Ouais, l'église ouais. Saint-Marie, c'est ça. Oui, oui. Et évidemment dans Boys Meet Girl, donc la Boy première. Meets Girl. Tout le Boy monde Meets s'acharne Girl. à écorcher C'est vrai. le nom de ce film, alors que c'est un garçon rencontre une fille, quoi. C'est vrai, c'est Boy Meets, En anglish. Ouais. Boy Meets Girl, donc avec avec Léos Carax, première Ouais, avec collaboration. Mireille Perrier comme et Mireille partenaire, oui. Perrier. Et donc, il y a aussi, alors peut-être que vous allez aussi reprendre sur les chiffres, parce que j'ai noté plus de 60 pièces de théâtre. Ça, je veux bien. J'en ai fait j'en ai fait beaucoup plus que 2 films. D'accord. Parce que mon quotidien, c'est vraiment le théâtre. Donc, à mon avis, j'en ai beaucoup plus de 60 de pièces de théâtre. Parce que j'ai commencé par ça et j'ai toujours fait du théâtre. J'ai jamais lâché le théâtre pour le cinéma. D'accord. Quoi. Et alors pourquoi plus le théâtre que le cinéma? Parce que je considère que c'est l'artisanat par excellence. C'est là que je m'y retrouve. Ça me fait du bien. Ça peut faire du bien aux spectateurs. Il y a une vraie responsabilité du comédien sur la scène à assumer, à conduire la représentation tous les soirs. Oui. C'est quelque chose. Il y a un espace où il se passe quelque chose. Il y a D'accord. une opération, je dirais pas magique, mais il y a une opération humaine qui arrive, qui advient, qui n'advient pas toujours, ça dépend, mais qui est une alchimie qui se passe avec le public. Et qui est de l'éphémère. Oui. Et donc c'est ça qui est formidable. C'est fatigant parce que c'est à renouveler, Bien sûr. à réinventer, plutôt à recréer chaque soir. Tous les Et soirs. le cinéma, ça peut être passionnant. Ça dépend vraiment de qui se trouve derrière la caméra. D'accord, oui. Parce que c'est lui ou elle qui va être le maître d'œuvre. Mais c'est ça devient un produit de cinéma. Oui. Une fois que c'est fait, on n'a plus à retoucher, quoi. On n'en est même plus responsable en tant que comédien. Très bien, oui. Oh, d'accord. Et alors, bon, on va pas demander quels ont été les maîtres d'œuvre qui vous ont déplu, mais alors du coup, avec un maître d'œuvre comme Léos Carax, Ouais. comment se passe la collaboration? La collaboration, c'est un mot que je réfute aussi. D'accord, Il est trop très bien. connoté pour moi. Oui, je comprends. Alors, comment se passe le partenariat? Non, c'est très moche aussi. Oui, non, le travail, le travail. compagnonnage. Oh, oui, Bah, voilà, en le fait, compagnonnage. c'est une longue trajectoire qui n'était pas préméditée, que j'avais pas pensé, j'avais même pas ambitionné de faire du cinéma D'accord. à l'époque où j'ai rencontré Léos. Puis je pensais pas que ça m'aurait amené là. Et c'est assez incroyable en même temps. C'était pas gagné, c'était pas évident du tout. C'est-à-dire, c'est de faire connaissance et puis d'expérimenter tous azimuts sur le jeu, sur ce qu'on veut raconter, sur le style pendant déjà 10 ans. Oui. Les 10 premières années où on a fait les 3 films importants, Boy Meets Girl, Mauvais Sang et Les Amants du Pont-Neuf, et après on s'est retrouvés 15 ans après. Pour Holly Motors. Pour Tokyo d'abord, Pour Tokyo, oui, où il y a c'est vrai. cette invention géniale qui est Monsieur Merde. Monsieur Merde, ouais. Et ensuite Holly Motors, Très bien. où on change de mode de travail et aussi où on communique davantage. D'accord. C'est une relation où on a eu comment dire, l'excellence de très peu parler, en fait. Ça a créé des écueils, mais en même temps, la communication la plus intense qui s'est produite entre nous, c'est en tant que filmeur et filmé. D'accord. On ne s'est pas enlisé dans du dialogue, dans de l'explicatif, mais ni même dans de l'amical ou du quotidien. On s'est cantonné à une relation assez intense et pure, ça serait exagéré parce que ça a été parasité par nos personnalités à l'un et à l'autre, mais une relation assez unique. Oui. À un endroit, quoi, assez entière. Ouais. Très bien. Et alors, j'avais vu aussi, pareil, dans une interview, que vos premiers amours, c'était en fait l'expression corporelle, la danse et les arts du cirque. Ouais. C'était donc le texte qui vous avait attiré vers le théâtre et puis le cinéma. C'est-à-dire, au départ, j'étais plutôt doué pour le mouvement, la chute, et puis j'avais du goût pour ça, quoi. C'est mon premier langage. Oui. Et donc, j'ai commencé à m'exprimer.
dans un groupe d'expression corporelle, un cours d'expression corporelle qu'il y avait en banlieue, dans un banlieue de Paris où j'étais, dans une maison des jeunes, et avec une dame qui s'appelle Sylvie Bolo. Et c'était très libre. Il n'y avait pas, Bien sûr, pas appris de technique. Mais moi qui avais vu le mime Marceau, je me suis mis à créer des petites scénettes D'accord, ouais. personnelles, des petites histoires à la manière du personnage de Marcel Marceau. Je ne sais pas si vous voyez, un personnage burlesque Oui. qui s'appelle Bip, qui est un peu issu des burlesques de Chaplin ou de Buster Keaton, qui est un personnage un peu comme ça, qui est vraiment où il décrit des petites scénettes en fait, un peu grotesques, un peu drôlatiques ou tragiques des fois. Et je me suis beaucoup inspiré de ça. Et aussi, j'avais une propension à tomber, à faire de l'excentricité. Oui. Et sans avoir vraiment fréquenté d'école ou même de cirque, je me suis entraîné à différents arts du cirque qui étaient à ma portée, c'est-à-dire de jongler 3-4 balles, de faire du monocycle. J'ai trouvé un monocycle à la Samaritaine d'ailleurs, à l'époque. Ah oui. Ouais, on trouvait tout à la Samaritaine. Et de marcher sur un fil, de marcher sur les mains, de faire de l'acrobatie à un petit niveau. Mais pour moi, j'ai trouvé ça me faisait du bien, quoi. D'accord. C'est une manière de s'exprimer au quotidien. D'abord. Très bien. Pour moi, c'était pas d'en faire un métier, c'était du comportement social. Oui. Au quotidien, d'être comme ça, d'être dans un comportement que je jugeais poétique. En tout cas, qui me préservait de je ne sais quelle menace. D'accord. Et donc ensuite, alors, dans ce cas, c'est un moyen d'expression. Oui, comment c'est devenu un... C'est-à-dire, après, j'aurais pu m'engager radicalement dans une école de cirque. Oui, ok. Et en même temps, j'avais du goût pour la poésie. Et dire des vers... j'ai appris pour le plaisir des poèmes entiers, de Rimbaud, de Baudelaire, d'Apollinaire, Michaud, Villon. Michaud, je ne vois pas. Henri Michaud, très grand poète belge. D'accord. Ah oui, qui a un langage simple, mais qui va très loin, quoi. D'accord. Ouais, qui est épatant, je vous le recommande. Bah oui, j'irai voir. Et à partir et qui distorsionne les mots aussi. D'accord. Qui travaille aussi sur des mots un peu monstres, ce qui est pas inintéressant. Quand on débute dans le langage, ça désinhibe un peu d'avoir à faire des textes. Un texte qui s'appelle Le Grand Combat, par exemple, il dit « Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drâle. » etc. Vous voyez ? Très bien. Ben oui, je vois. Mais d'ailleurs, en parlant de poésie, vous avez publié un recueil de poésie. Ouais, il y a longtemps. Dieu n'a ni père ni mère, il est pour oui dire, c'est ça ? Il est par oui dire. Il est par oui dire, c'est ça, exactement. Oui, c'est un ami poète parisien. D'accord. Qui s'appelle Vincent Jarry, qui avait une petite maison d'édition, poèmes en gros et demi-gros. Ok, oui. Et on se voyait souvent dans un café qui s'appelle Le Coup de Fou, qui a périclité, hélas, qui était un bon endroit pour lever le coude, d'ailleurs. Et moi, je buvais des verres et j'écrivais. Et à un moment donné, en me voyant écrire, il a réussi à me soutirer quelques poèmes. Moi, je ne tenais pas vraiment à être édité, c'était pour me donner une contenance et pour passer le temps, quoi, que j'écrivais ce que j'avais comme ça par impulsion. Et il a assemblé comme ça quelques poèmes. D'accord. Mais c'est introuvable. Oui, j'ai essayé de le chercher. J'en avoir un peut-être chez moi encore. J'ai rien pour vous dire que trouvé. La parole, le verbe, ça m'interpellait un peu, voilà, dès le début. Mais en même temps, j'étais un peu méfiant par rapport à ça. Je savais pas comment. C'est mystérieux. Surtout la parole qu'on emprunte à un auteur et qu'on essaye de restituer dans son naturel ou dans son efficience en public, de manière artificielle, dans un geste de fiction. C'est très particulier. Et comme j'ai commencé à un moment donné à fréquenter un groupe de théâtre qui avait dans le lycée à côté, qui était organisé par un prof d'histoire géo, Michel Fragonard, qui était un passionné de théâtre. Et là, j'ai commencé à découvrir effectivement cette possibilité de jouer. De jouer des personnages, d'incarner des personnages de Brecht, de Michel de Gelderode, que vous ne devez pas connaître, qui est un auteur belge encore. Ça me dit, alors ça me dit vaguement quelque chose. Curieux. Ma mère est prof de français, donc... oui, enfin, c'est du belge quand même. Oui, il écrit en français.
Oui, il a écrit en français. Mais je pense que quand l'épisode Et sortira... c'est un théâtre qui est très, avec un verbe qui est très coloré Mhm. et qui est très pittoresque. D'accord. Parce que c'est un peu une ambiance de la Flandre au moment de l'occupation de Charles Quint. Ok. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est très beau, Il est de quelle époque, il y a cet de auteur? l'onirisme, il y a de la légende, il y a quelque chose il y a de Oui. l'histoire de Buffon. Il y a une pièce que j'ai jouée qui s'appelle Escurial, Mhm. qui est le face-à-face entre un roi, qui peut être Philippe II d'Espagne, Mhm. un roi fou, et son bouffon, qui Ok. s'appelle Folial, au moment où la reine est en train de mourir. Et les deux sont en deuil de la reine, ou sont dans cette angoisse, mais différemment. Ouais. Il y a le roi qui est dans sa folie jubilatoire et d'une sorte d'autocruauté terrible, et le bouffon qui a vraiment de la peine parce qu'il aimait la reine. Parce que, Donc d'accord. il joue un jeu extrêmement dangereux où ils vont finir par échanger leur place. D'accord. Et le roi va prendre les attributs, la marotte d'un et le bouffon. bonnet à grelot du bouffon, et il va ordonner au bouffon de mettre la couronne et de monter sur le trône. D'accord. Et à ce moment-là, en tant que bouffon, le roi, il va pouvoir dire toute la vérité, en fait, Ok. en faisant une farce. En faisant Une farce cruelle et authentique, quoi. Mais quel est le nom de la pièce, du coup Escurial. Escurial, Ouais. c'est ça. Très bien. Bah, C'est j'irai. une courte pièce à deux, Deux trois actes. personnages. Ok. Il y a Deux, trois personnages et. le roi, le bouffon, les chiens qui hurlent dehors, les cloches qui sonnent, et un moine qui hante les couloirs du palais, et le bourreau à la fin qui vient étrangler le bouffon. D'accord. Très bien. Et d'accord, donc c'est comme ça que vous êtes arrivé au C'est ça théâtre comme ça que par j'ai commencé. C'est à partir de ce moment-là Mhm. que je me suis dit, ouais, c'est ça que j'ai. C'est la ça, voie que je vais prendre. Que je pourrais... Je vais faire du théâtre. D'accord. Je vais être comédien, tout en me disant le cirque, Mhm. les disciplines du cirque, l'aspect physique, corporel, je l'ai étudié par moi-même. Je Mhm. peux continuer à l'entreprendre, mais j'ai envie d'apprendre, de savoir comment on se débrouille avec un texte, comment Oui. on incarne un personnage, c'est comment. Et donc j'étais comme ça, neuf par rapport à ça, Oui. et j'ai entrepris d'apprendre, d'aller dans les cours, de passer les examens des écoles publiques pour essayer d'acquérir les ficelles de ce métier, quoi. De ce métier, ouais. Ouais. Et c'est un métier. Et alors, parce que, donc on l'a dit, il y a eu plus de 60 pièces de théâtre, ou on va dire plus de 60 spectacles vivants. Ouais. Et évidemment, j'ai pas pu tout voir et tout. Est-ce qu'il y a eu des projets, est-ce que vous avez monté des spectacles qui n'étaient pas basés sur le verbe et pas basés sur la parole, et où vraiment vous reveniez à cette expression corporelle et à quelque chose vraiment beaucoup plus proche de la danse ou des arts du cirque? Oui, ça m'est arrivé, oui. Oui. Et ça me dérange pas du tout. Mhm. Au contraire, c'est pas j'ai pas fait attention au nombre de lignes que j'ai pour adhérer à un projet. Et notamment, j'ai fait dans le domaine du cinéma, c'était assez inattendu parce que ça s'est passé en 98, donc longtemps après, quelques années après la fin des Amants du Pont-Neuf. Oui. Un jeune réalisateur allemand, Mhm. Veit Elmer, qui m'a proposé un projet qui s'appelle Tuvalu, Mhm. qui est un film presque dans la tradition des films muets, D'accord. c'est-à-dire sans dialogue, en noir et blanc, avec beaucoup une histoire un peu dramatique, très belle histoire d'amour, mais avec des gags. Et surtout, c'est pas que c'est un film absolument muet, et c'est un film sonore, mais sans dialogue, où il y a juste les personnages, ils s'interpellent, Oui. mais il n'y a pas ça bavarde pas du tout. Il y a des onomatopées, mais c'est réduit au strict minimum. minimum nécessaire, et ça tient bien la route. Et moi, c'est un film que j'aime beaucoup, Très qui bien. n'a pas du tout pris en France, je pense. Bon, c'est pas pourquoi. Ça Bien arrive, moins bien que malheureusement. The Artist, qui pourtant qui a fait fureur ensuite, 20 ans après. Et avec une très très belle et très excellente comédienne russe, Mhm. qui s'appelle Chulpan Khamatova, D'accord. qui a fui la Russie de Poutine d'ailleurs, Mhm. depuis la déclaration de guerre D'accord. avec l'Ukraine, Avec l'Ukraine. et qui est une excellente comédienne, et on fait un duo D'accord. muet.
Et il y a Philippe Clay aussi qui joue dedans. C'est un de ses derniers rôles. Pas sûr de C'était voir qui est. un grand chanteur mime, parce qu'il mimait ses chansons, qui a pas mal chanté des Boris Vian d'ailleurs, qui a créé des chansons très insolentes, très subversives de Boris Vian, et qui était un type une grande carcasse poétique. Donc il jouait mon père aveugle. D'accord. Dans cette. Puis il y avait des comédiens. Il y avait 2 comédiens américains qui jouaient les méchants, puis des comédiens bulgares, parce qu'on a tourné ça en Bulgarie. Okay. C'est un film excellent. Et c'était un retour à mes origines, au muet, au geste, qui était formidable pour moi. Dès que j'ai vu ce projet-là, le projet de Veit et la comédienne des essais de Chulpan, en préparation du film, je me suis dit, ah oui, je vais absolument le faire. Et c'était vraiment 3 mois de bonheur total, quoi. D'accord. En Bulgarie, à tourner ce film. Donc tout va lourd. Sans être encombré du texte. Parce que mine de rien, c'est un encombrement. Le texte, la parole, c'est un souci, quoi. Mais alors du coup, comment fonctionnait le travail du metteur en scène, s'il n'y avait pas de, enfin sans texte, il y avait beaucoup d'improvisation ou quand même chaque mouvement était quand même très écrit. C'était pas chaque mouvement, il y avait bien sûr, mais chaque scène était décrite. D'accord. Ce qui est très fastidieux à lire. Un scénario qui est absolument descriptif. Des fois, on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pire à lire qu'un tour de magie ou une notice de pharmacie, quoi. C'est très fastidieux. Mais à jouer, et puis on a cherché comment ça jouait. Parce que c'était pas non plus de forcer le trait, d'en faire des caricatures, d'être trop expressif, parce qu'il n'y avait pas de mots. Donc c'était trouver le niveau auquel on joue. On interprète cette sorte de partition-là. D'accord. Mais si vous voulez, il y a aussi un personnage qu'on a créé avec Léos, qui m'a ramené aussi à cet univers du burlesque, du corps, de l'expression corporelle, de la rue, c'est Monsieur Merde. C'est Monsieur Merde, oui. Ouais. Ça vient tout à fait de là. Pour moi, c'est un personnage, c'est le plus beau personnage qu'on ait inventé ensemble. et justement, j'ai remarqué quelque chose en revoyant notamment les films avec lesquels vous avez travaillé avec Léo, sur la façon qu'a Monsieur Merde de fumer, la façon qu'a le personnage d'Alex dans Les Amants du Pont-Neuf, de prendre ces capsules de somnifères, ces ampoules de somnifères, et également un peu dans sa façon de fumer du personnage de Mauvais Sang, où j'ai trouvé qu'il y avait une gestuelle qui était très similaire en fait entre ces 3 personnages sur le fait d'ingérer soit la capsule, soit la cigarette. Et je me demandais en fait si ça avait été un truc qui était réfléchi et qui avait été élaboré sur ces cette décennie. Je sais que cette prise de somnifères, et même dans Boy Meets Girl, je prends des ampoules aussi. Oui, aussi, oui. Et même dans Mauvais Sang, il me semble. Parce que j'ai mal au bide, je prends des ampoules d'opium, sans doute. Là, je ne crois pas que dans Mauvais Sang. Non, mais dans Boy Meets Girl, je prends des ampoules. Aussi, oui, il y a ce rapport à l'oralité, quoi. Au fait d'ingérer quelque chose, de porter quelque chose à sa bouche. Et effectivement, la manière de fumer de Monsieur Merde, elle est concertée, quoi. Oui. Qui fume à l'envers. Je fume pas la clope. Normalement, il va prendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a repris quand on a refait Monsieur Merde après Tokyo. On l'a refait avec Eva Mendes dans Holy Motors. Il y a Léos qui m'a reprécisé ce geste qui avait été créé dans Tokyo. Dans Tokyo, quoi. Il a même montré l'image pour dire ah oui. J'ai dit ah bah oui, c'est comme ça que je fume. J'avais oublié. Et effectivement, il y a pour les ampoules, je pense que c'est un geste. Moi, j'avais pas l'habitude de prendre des ampoules comme ça à l'époque. Donc c'est un geste personnel à Léos qu'il a dû m'indiquer. D'accord. Très bien. De façon chorégraphique presque. Ouais. Et alors, je conclus cette présentation. C'était la présentation. On tirera les questions parce qu'on vous retrouve en ce moment donc dans Fin de partie de Samuel Beckett au théâtre de l'Atelier. Et avant ça, il y avait une dernière chose que je voulais évoquer, qui est vous avez collaboré à plusieurs reprises avec des rappeurs. Collaboré, mon Dieu. Vous avez compagnonné. Ah, mais j'en loupe aucune. Vous avez compagnonné à plusieurs reprises avec des rappeurs, notamment avec DC's et avec Kazay. Oui. Et alors, je me demande, vu que c'est un podcast qui a reçu pas mal de monde du milieu du rap, et que Kazay est probablement la personne que je veux le plus
recevoir derrière ce micro. Ah Je me bah demande oui. quel rapport vous entreteniez justement avec cet art ou cette discipline du rap. Bah, pas plus qu'avec le reste de la musique. C'est plutôt des gens, des voix, Mhm. des énergies que je rencontre par hasard, de façon aléatoire. Là, c'est Cazet, la première fois que j'ai entendu, c'est quand je faisais un spectacle poétique avec Serge Tessoguet. Mhm. Oui, le Donc, guitariste de Noir Désir. ouais. Et qui m'avait fait. On a fait un, un spectacle avec la femme à l'époque de Bertrand Cantat, Mhm. Christina Radi, Mhm. qui avait voulu faire un spectacle sur un poète hongrois D'accord. qui s'appelle Attila Joseph, Ok. où il y avait Sergio à la guitare et moi à la voix. À la voix et au. Et donc, on a fait une petite tournée comme ça. C'était un très beau spectacle qu'on n'a pas exploité très longtemps, pas assez, je pense. Mais bon, c'est comme ça. Et à l'occasion d'un retour en voiture d'une de ces dates, Mhm. il y a Sergio qui a passé Cazet. D'accord. Et moi, j'étais épaté par cette voix. Comment dire cette voix qui était comme un adolescent, un jeune adolescent. Mhm. Je ne savais pas que c'était une femme. Mhm. J'ai entendu comme ça. Et surtout ce verbe Oui. et ces assonances, cette grande poésie en fait. Oui, bah totalement. Et ça m'a épaté. Et peu de temps après, je l'ai rencontrée. D'accord. Elle est venue me voir, je jouais une première version de Timon d'Athènes Mhm. dans une petite salle à Paris, la Boutonnière. Et en fait, on a vraiment sympathisé. Ouais. Et c'est un peu plus tard que ma femme, Razerka, a mis en scène Timon d'Athènes avec des slammeurs rappeurs. Ok. Oui. Et là, c'était vraiment une équipe de choc. Je me sentais vraiment très, très bien entouré parce qu'avec ces artistes qui empoignent le verbe, Ah ouais. même qui le propulsent avec beaucoup plus d'intensité, de précision que des comédiens dont pourtant c'est le métier. Oui. Et donc, il y avait Cazet, il y avait Mike Ladd, Mhm. il y avait Dade Cabal, et puis, il y avait moi. Ce qui est déjà. Il y avait Dr. L qui faisait la musique. Oui. C'était une très, très belle équipe. Et ensuite, il y a eu DC's Mhm. sur Othello. Oui, c'est ça. Oui, Ouais. là, pour le coup, il rappait pas du tout. Oui. Il jouait, il incarnait Othello, quoi. D'accord. Oui, il n'y avait pas tellement ce rapport à la profération, à la scansion. Oui. Mais dans Timon d'Athènes, qui est une pièce particulière de Shakespeare, il y a beaucoup de harangues, Mhm. de joutes verbales. C'était l'occasion, effectivement, de travailler dans cette voie-là, dans ce D'accord. style-là. Ouais. Très bien. Et écoutez, je ne sais pas si vous voyez des choses à rajouter à cette partie. Non, De toute façon, on je pense que. rajoutera. Ah oui. Voilà. Si vous avez des questions à poser, C'est ça, c'est que l'auditoire. le cœur commence maintenant. Et on va commencer par le film qui vous a le plus fait pleurer. Quel est le film qui vous a le plus fait pleurer? C'est idiot, mais c'est un film que j'ai vu avec mes filles Mhm. quand elles étaient enfants. Je sais plus si c'est Walt Disney, je suis pas sûr. Qui s'appelle Princesse Anastasia. Ah oui, non, c'est pas. Je crois que c'est pas Non, Walt Disney. c'est pas Ouais, Walt Disney. mais c'est Qui Don. raconte l'histoire. En plus, je suis plongé dans un bouquin là-dessus en ce moment. Mhm. Qui raconte la princesse Oui, la fuite des Romanov Ouais. qui aurait survécu à la tuerie à la maison Ipatiev et qui se retrouve en Amérique. Elle est même pas sûre qu'elle soit, elle est un peu amnésique. Et je sais pas, il y a quelque chose. Il y a un moment dans cette réappropriation de son identité et dans ses retrouvailles et dans cette reconnaissance qui m'émeut, qui me bouleverse. Très bien, C'est d'accord. vrai que ça m'a bien fait, ça m'a bien ému, ça m'a pleurer. ému aux Ouais, larmes. Très bien. Ouais. Mais c'est pas tout le film, c'est effectivement Oui. ce qui se passe et puis c'était un joli film. Ouais. Un joli film d'animation. C'est pas d'avant-garde, Non, mais c'était bien fait. Ouais, et voilà, et ça le faisait, quoi. En D'accord. tout cas,
pour moi, ça le faisait. Mais c'est un film que vous avez revu depuis ou Non. c'est... Non. Non. Je sais Et- pas si ça me ferait le même effet maintenant, mais Qui sait, peut-être que le fait de Peut-être, le voir ouais. avec vos filles enfants a joué. Ouais, Mais alors ça du m'a coup, fait craquer. quel rapport vous entretenez au cinéma en tant que comédien? Enfin, vous êtes spectateur, vous regardez beaucoup de films, vous allez beaucoup au Non. cinéma, ou en Non. soi, c'est pas quelque chose qui vous... Ça m'intéresse, bien sûr, mais en fait, j'ai vu beaucoup de films Mhm, quand j'étais enfant, mhm. même un peu plus tard. Mon père était très cinéphile, D'accord, donc ouais. ils nous emmenaient voir beaucoup de films d'auteurs, Mhm, d'art et d'essai même. J'ai eu la chance de pouvoir d'avoir tout un bagage cinématographique de qualité, en mhm. fait. Et après, il y a Léos, à un moment donné, pour m'alimenter par rapport à me nourrir par rapport au personnage que je devais jouer dans ces films, Mhm. il m'a vivement encouragé d'aller voir D'accord, oui. certains Il a films. recommandé, ouais, il Ouais, recommandait des des films. très des- bons films qui avaient à voir, en tout cas pour certains, dans l'incarnation, dans le style, dans l'ambiance, avec ce qui voulait tirer de moi. Et après, depuis des années, je n'y vais que rarement. D'accord. Ou quand on m'y incite, Mhm. on me dit va voir ça. Ou que maintenant on peut aussi regarder des cassettes chez soi, mais j'aime bien aller au cinéma. Mais j'y pense pas parce que je Oui. suis les 3/4 du temps dans une salle de théâtre le soir. Ouais. Je vais pas aller au cinéma quand je joue le soir. Je vais Mhm. pas me mettre dans une autre Oui. histoire. En tout cas, je ne le sens pas. Oui. Et si je suis libre, ma première idée, c'est plutôt de sortir plutôt Ouais. que de rentrer dans Que de une rentrer salle dans obscure. dans une salle. Alors Voilà. du coup, Mais j'aime bien. Je trouve il y a des. Mais maintenant, c'est quasiment. Il y a trop de choses. oui. Il y a trop de choses qui sortent tout le temps, quoi. C'est impossible de tout voir. Et puis ça m'importe pas, moi, un film qui compte, c'est un film qui reste. Oui, bien sûr. Donc, Ouais. et puis bon, j'ai participé de temps en temps, mais j'aime pas tellement comme posture d'être juré Oui. dans des festivals de cinéma. Mais ça, j'aime pas parce que c'est trop, justement. Ouais. C'est de bouffer plein de films Oui. en très peu de temps. Et moi, je digère pas, quoi. D'accord. C'est-à-dire, j'ai besoin que ça. Voilà. Et puis Prennent le souvent. temps d'évoluer Et souvent, c'est toujours très décevant parce qu'on pense qu'on va pouvoir parler, aborder un domaine artistique, humain, Mhm. une nécessité d'un film, une qualité, une esthétique, une éthique même. Et en fait, comme il y a toujours le problème ça concourt, donc il faut élire un Ah oui, film, oui. la compétition l'emporte sur toute discussion. Oui. Et c'est toujours raté. Les quelques fois où j'ai été juré, donc j'évite maintenant. C'est ce que ça vous a fait. Ouais, Et alors du coup, ce serait quoi vous vous souvenez du dernier film que vous êtes allé voir au cinéma? Attendez, voir. Oui, j'étais voir Le Grand Marin. Ah, je ne vois Le pas. Grand Marin, parce que c'est une amie qui l'a réalisé, D'accord. Dinara, et elle voulait même que je tourne dedans, mais j'étais pas libre, j'étais en train de jouer du théâtre à Avignon, puis comme le problème du cinéma et du théâtre, la cohabitation du cinéma et du théâtre, c'est que le théâtre souvent c'est organisé très à l'avance, Mhm. et ce sont des dates fixes, Oui. et le cinéma, ça a la, C'est ça a la c'est- possibilité de Ouais, bouger, d'accord. de déraper d'un mois au dernier moment ou de plus. Ah oui. Et donc, c'est pas fiable. la, Et il y a des coups, ça rate. la cohabitation n'est pas Ouais. toujours. Mais c'est un très beau film. D'accord. Ouais, Le Grand Marin. ouais. C'est sorti quand? Il y a pas longtemps. Je sais pas, moi. D'accord. Il y a Mais oui, il y a... pas au début de l'année, là. D'accord, oui, il y a Mais- quelques semaines. Ouais, en 2023, quoi. Alors, si vous aviez pu être champion dans un sport, lequel auriez-vous choisi? Bill Bokeh. Le bilboquet. Parce que c'est un sport, le bilboquet. Il y a- il y a Ouais, de une- toute façon, il y a une moi, j'aime pas fédération, tellement le sport, en fait. Oui. Quand même, je déteste l'idée du sport. Ah oui. Ce que je disais tout à l'heure, l'idée de la compétition, ça me Oui. rebute totalement. Et je trouve que ça fausse le jeu. D'accord. J'ai choisi le théâtre justement parce que normalement, c'est pas compétitif. Mais Oui. ça le On demeure a trouvé un forcément. moyen. bah, Ouais, bien parce sûr. qu'il y a les festivals, il y a les récompenses. Mais je trouve ça vain. Oui. Et moi, j'ai pratiqué quelques sports étant jeune, la natation Mhm. et l'escrime, Ok. jusqu'à être en compétition. Et ça m'a dégoûté la compétition. Je trouvais Mhm. ça rend bête, en fait. Mais oui, c'est pas. Et- Ça me surprend peu. Et donc, je fais, comme dirait Churchill, no sport. D'accord. C'est-à-dire, je m'agite beaucoup, mais je pratique aucun sport. Ouais. Mais le bilboquet, je trouve ça marrant quand même. Oui. C'est. Alors,
On en a déjà parlé parce qu'on a parlé de vos rôles en tant que Louis-Ferdinand Céline. Mais si vous pouviez avoir le rôle principal d'un biopic, un autre rôle que Louis-Ferdinand Céline, est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez incarner? Ouais, je réfléchis, hein. C'est pas évident. Déjà, Céline, ça n'est pas vraiment un biopic. Oui, Le film qu'on a fait avec Emmanuel Bourdieu, Mhm. on n'a pas cité le nom C'est tout à vrai. l'heure, donc je me rattrape, et j'avais sur le bout de la langue. C'est une toute petite partie Oui, dans la vie de la vie de Céline quand il est en exil au au Danemark, Danemark. et qu'il y a ce Milton Indus qui lui rend visite et que ça se passe très mal. Pardon. Et non, je réfléchis. Après, Euh, par biopic, je pense qu'on peut élargir la question à incarner un personnage ayant existé dans un film, que ce soit sur l'ensemble de sa vie, son œuvre, ou à un moment particulier de sa vie. ouais, il y a deux personnages qui me fascinent. Mhm. Euh, Il y en a un qui fait partie du théâtre, que j'ai rencontré, en fait, dont j'ai entendu le propos étant très jeune, parce que j'ai joué dans une mise en scène de cette pièce. Il s'agit d'Hamlet, Oui, vous voyez, de Shakespeare. Mais bon, c'est devenu un personnage, voilà, oui. une entité, quoi. C'est C'est... quelque chose qui fait partie de l'inconscient collectif, Bien quoi. sûr, oui. Et même la posture, le cliché, to Oui, be or not to be. le crâne de etc. Yorick. Et donc, je trouve que c'est un personnage qui est le rôle par excellence, Mhm. parce que c'est celui qui n'accepte pas de rentrer dans la marche du destin, et pourtant et qui emprunte pas le chemin qui lui est assigné de la vengeance, Mhm. qui lui est indiqué par l'ombre de son Pas de père. son père, oui, oui. Voilà, et qui réfléchit, Oui. qui se met en porte-à-faux par rapport au cours de l'action. Bon, ça finit par le rattraper, mais et qui, à ce point de vue, qui tombe dans la folie, quoi. Mhm. Donc, qui simule la folie. Parce et Il y a des ce doutes, domaine-là, cet endroit-là, me paraît passionnant Mhm. à jouer À jouer toujours. Et carrément. voilà, il y a un autre personnage qui me passionne à ce point de vue, qui est un personnage réel, euh, biblique, que je trouve pathétique et passionnant pour ça aussi. C'est un roi d'Israël qui s'appelle... comment il s'appelle? Non, bah oui, Salomon. Saül. Saül. Ok, alors Saül, qui est un roi, en fait, le premier roi d'Israël, Mhm. en fait, qui a tout pouvoir, qui est un peu chapeauté par un prêtre, un prophète, et qui, à un moment donné, où il fait pas tout à fait ce qui lui était assigné, quoi, les directives divines, il épargne ses ennemis, où il fait un pas de côté, parce que bon, il y a toute l'immanence qui lui est retirée, et il est plus inspiré, Ouais. et il devient fou. Il devient fou parce que il a encore tous les attributs et De la la royauté. posture du pouvoir, mais il a plus d'inspiration. Et je trouve que c'est un personnage. Il devient fou, quoi. Il rentre dans du délire, il pique des colères terribles, il s'entoure de prophètes. Et je trouve que c'est un modèle de personnage de pouvoir, de potentat, Mhm. pathétique, qui est merveilleux aussi comme rôle. Mais- Et ça a été écrit pour le théâtre. Il y a eu des pièces. Il y a D'accord, Gide qui a oui. écrit une pièce pour le théâtre. Il y a, dans le théâtre médiéval, il y a Mhm. Saul qui apparaît. Et il a, ce qui est aussi particulier, c'est que la seule personne qui peut le calmer, c'est David, Oui. qui est le successeur, en fait, celui qui reçoit l'immanence, Mhm. en jouant de la harpe, qui est un simple berger. Oui. Et c'est le seul qui puisse l'apaiser. Donc D'accord. c'est un rôle qui est intriguant. Mais c'est intéressant parce que du coup, on est sur deux personnages qui sombrent dans la folie Ah oui, à cause de moi, leur je trouve que refus ouais, de ce qu'il aurait. c'est un domaine qui est fascinant. Mhm. Je trouve qu'il y a euh, des grands caractères comme ça qui sont dans le génie et dans la folie,
que je trouve très attrayant. Oui. En tout cas, pas à vivre, mais à À représenter. représenter, Comme à Nijinsky, incarner. par exemple. Ah oui. Nijinsky, ce merveilleux le danseur danseur, russe ouais. qui a passé la moitié de sa vie interné à ne plus pouvoir danser, alors qu'il Oui. avait atteint une Le- sorte de sublime d'incarnation, même de comédien et de perfection de la danse, de choses. Oui. C'était le dieu de la Oui, danse le dieu à du l'époque. ballet russe. Et il y a des figures comme ça. Il y a Hölderlin aussi que je trouve. Alors ça, je vois pas qui Hölderlin, c'est. c'est un très grand poète D'accord. allemand Ok. que malheureusement je peux pas lire dans le texte parce que je me lis pas du tout l'allemand, mais sa destinée me fascine aussi. Mhm. Parce qu'à un moment donné, c'est un sublime poète qui a atteint des niveaux d'intensité, de sublime au niveau de la langue, Ouais. en fait, de l'alliage de la langue, du sens, du son, etc., et de ce qu'il évoquait. Mhm. Et à un moment donné, il a été inquiété. Il a une. En fait, tout ça se mélange au niveau psychologique, psychique. Il y a une sorte de déchirement amoureux. Mhm. Et en même temps, il est inquiété parce que il est proche des révolutionnaires. D'accord. Donc, à ce moment-là, c'est la révolution en France, Oui. à son époque. Donc, il y a des courants révolutionnaires. Et pour le protéger, on le met dans un asile psychiatrique. Et il Ok. simule plus ou moins la folie. Il est fragile, en même temps, hypersensible. Et il passe la fin de sa vie hébergé par un menuisier, D'accord. Zimmer, qui l'accueille près à Tübingen, Mhm. dans sa maison, où il se comporte comme un fou. Oui. Mais on ne sait pas très Mais on bien sait s'il pas est fou. si- Il continue à écrire des poèmes en signant n'importe comment, en signant D'accord. d'un nom bizarroïde, en les datant et des poèmes sur la nature, pas des grandes odes comme il a fait au départ, ou des élégies, des petits poèmes comme ça, des précipités de poésie. Et tous les gens qui viennent le voir, ils singent une sorte de dévouement, de servilité, en saluant très bas, en disant « Votre Altesse royale, comme ça. Et les gens, il est perdu, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est un personnage qui est pas de la fiction, Mhm. est réel, mais qui est proche d'Hamlet, Oui. dans la manière dont il se présente au monde. C'est ça qui est... et donc voilà. peut-être interpréter cette Ouais. personne aussi. Ouais, on peut essayer. Alors, avez-vous une addiction? J'en ai eu. Mhm. Ma principale addiction qui est bien liée à ce métier, à cette aptitude dionysiaque, à cette ivresse, c'est l'alcool. D'accord. Ouais. Et je pense que je m'en passe, Mhm. justement. Il vaut mieux, Oui. parce que c'est tout ou rien. Et donc, mais c'est un piège. Oui. Et pour le coup, dans La les... dérive alcoolique, je connais. D'accord. Mais bon, ça m'a mis dans des états intéressants. Ça m'a fait, ça m'a sociabilisé à un endroit. Mhm. Ça m'a aussi fait gâcher des histoires. Ça m'a mis en risque, en péril. Mais je regrette pas ce que j'ai bu. D'accord. Voilà. Et alors, pour le coup, notamment dans les films de Léos Carax, il y a un rapport à la cigarette qui est assez fort. C'est une addiction qui a existé aussi? Non, ou pas pour du le coup, ça, tout. c'était En juste fait, à l'écran? Ok. Non, parce que là, j'ai arrêté de fumer aussi. Parce que c'est mieux pour mon souffle et Mhm. pour ma voix. Et puis, je trouve que ça sert de plus en plus à rien. J'ai fumé de l'herbe à l'occasion. Mhm. C'est plus drôle que de fumer du tabac. Mais ça me réussit moins. C'est moins attractif que l'alcool, que l'ivresse alcoolique. Ah oui. Ouais, j'ai essayé, je connais les deux. C'est trop introspectif. Ça sociabilise pas tellement, en fait, la beuh ou le tush. Et le tabac, à part c'est un soutien comme ça fait partie de trucs de l'oralité, quoi, Oui. pour travailler. Il y a quelque chose qui est agréable dans le fait de produire de la fumée, mais en même temps, depuis que je fume plus, je trouve ça totalement vain, quoi. Oui. De fumer, de prendre du tabac, de la fumée, de s'intoxiquer, ça m'intéresse plus, en fait. Très bien. Voilà. Voilà. C'est une bonne... Voilà. Donc je suis addict à l'oxygène maintenant.
Et au jeu aussi. Au jeu? Ouais, jouer au. Ah non, oui, au jeu, bien sûr. Jouer sur scène, pas au Bien jeu. sûr, Non, je suis pas interdit de casino ni rien, vous inquiétez pas. Non, mais je me disais peut-être aussi aux jeux de société Non, ou aux pas jeux du de tout. cartes, Non. même en famille. Non. Mais oui, aux Non. jeux sur scène, évidemment. Ouais. Alors, y a-t-il une activité que vous avez toujours voulu faire et donc sous-entendu que vous n'avez encore jamais faite? Alors là. Tiens, je réfléchis quand même. Hein. Ben, si vous voulez, il y a un truc qui m'aurait bien plu, mais j'ai loupé le coche, c'est le cas de le dire. C'est de faire L'équitation? la voltige à cheval. Ah oui, carrément. C'est ce qui m'a plu quand j'ai vu les premiers trucs de cirque, je trouvais ça enthousiasmant. Mhm. Et en fait, non. Je sais que mon grand-père était très bon cavalier, D'accord. que je ne l'ai pas connu, mais j'ai eu une photo de lui à cheval. Et j'ai frôlé le cheval à différents moments de ma vie. Quand j'étais môme, j'ai fait du cheval. Quand j'étais dans un centre de vacances avec ma grand-mère. Mais je suis très mal tombé avec un type, un dresseur qui était une vraie bourrique. Ironique. Donc j'ai été mort de la poussière, j'ai pas bien compris. C'était c'était brutal. Ouais. Et après, effectivement, j'ai rencontré Bartabas Mhm. pour le 20e anniversaire des Ingaro. Ok, oui. Il voulait faire un truc que je sois entouré de chevaux sur dans la cour du Palais des Papes, Mhm. à Ah oui. dire des suites équestres d'André Velter. Et moi, j'avais prévu de faire ça avec un petit cheval à bascule. Ok. Voilà. Et en fait, ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la grève des intermittents. D'accord. Donc, j'ai été sauvé de cet De événement cette nouvelle rencontre avec les par le chevaux. gong. Et il y a encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Arnaud Despalières Mhm. qui a monté un film dans lequel je joue, D'accord. qui s'appelle Michael Colas, Mhm. qui est l'histoire de ce marchand de chevaux qui est déçu, qui se fait arnaquer par un petit seigneur Oui. et qui lève toute une armée Oui. qui vend toutes ses propriétés pour obtenir gain de cause. Et moi, je devais faire au départ son écuyer, D'accord. qui a été joué finalement merveilleusement par David Bennett. Mhm. Et en plus, il est meilleur cavalier que moi. Mais à l'époque, j'avais fait 2 stages de week-end d'entraînement d'équitation équestre. pour ce rôle. Ouais, c'était pas mal. Mais du coup, j'ai hérité d'un rôle sans cheval. D'accord. C'est-à-dire avec beaucoup de texte. C'était plus pratique pour moi. Plus, Alors, quand vous étiez enfant, quelle chose pensiez-vous être géniale dans le fait d'être adulte et en fait non? J'ai jamais pensé à vraiment être adulte. Ah oui. J'ai pas projeté. Il y avait rien qui. Non, ça m'inquiétait plutôt et ça continue à m'inquiéter quoi. Je comprends. Le fait d'adulte, c'est pas une ambition du tout. Quoi. Mhm. Non, je pense que non, à part d'être d'être libre, cette idée de liberté, d'être autonome, Oui. de pouvoir se promener et de pas être obligé de rentrer chez soi. Mais Avant la tombée de la nuit. oui, de pas être, de s'affranchir du lien familial, de pouvoir partir. Ouais. Mais ça, c'est un peu plus de l'ordre du fantasme que d'autre chose, parce qu'on part jamais vraiment, ou alors définitivement. Mais voilà, non, j'ai jamais eu j'ai jamais, comment dire, placé quelque chose d'attractif dans l'adulte. Mhm. Pour moi, c'est plus un encombrement, l'adulte. D'accord. Alors, on retourne on continue avec la thématique de l'enfance. Ah, super. Qu'est-ce qui vous manque dans le fait de ne plus être enfant? C'est je dirais pas le fait de l'insouciance, mais c'est la capacité à être encore dans un rapport au monde qui est de découverte et de sensation. Oui. Et qui n'est pas encombré par justement quelque chose de désabusé par rapport à l'humain.
et donc forcément de se rendre compte, d'être complètement conscient. C'est cette part de mystère, d'opacité du monde qui reste à explorer, qui peut être Oui. inquiétante, mais qui est, en fait, qui est merveilleuse, justement. Oui. Où on est encore dans une forme de conte, où la vie elle-même, elle a cet aspect onirique du Oui. rêve. Donc Et- un certain rapport à un mélange de curiosité et Ah d'enthousiasme. oui, des possibilités qui sont ouvertes, qu'on n'a pas besoin de se presser pour découvrir, Mhm. mais qui sont apportées. Et voilà, d'être en. Ce qui est pas, je veux dire, c'est pas un truc de quiétude non plus. Parce que je pense pas que l'enfance est quiète. Mhm. Mais Non, bien sûr, hein. c'est d'être en éveil, en fait. Ouais. De cette aptitude à être complètement en éveil dès qu'on ouvre les yeux, et de goûter. En fait, où tout prend une intensité Oui. beaucoup plus grande. Un rayon de soleil, Un bâton. un vent, un courant d'air, un regard. Et voilà, on profite de tout, quoi. Très bien, oui. Bah, C'est- si vous c'est- dites. mais c'est non, mais c'est intéressant de remarquer que quels que soient les, enfin c'est une réponse qui revient très fréquemment parmi les invités sur Ah, sur le manque de quand on était enfant. C'est Ah. souvent ce rapport à la découverte. Alors, quel est l'objet le plus ancien que vous possédez? ah. J'en ai des objets. Alors, je sais pas, moi. Alors là, faudrait que j'aille fouiller. Je sais pas, moi. Ah, peut-être. Je pense que j'ai un objet qui date de loin. Mhm. C'est un pipeau. D'accord. Mais ça, je suis sûr, parce que c'est à l'école primaire Mhm. où j'étais, qui était une école moderne. C'est-à-dire Moderne, c'est-à-dire c'était mixte. non, Montessori, comme on dit. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Où on avait beaucoup de temps consacré à des travaux manuels. Et il y avait une dame que je connais encore, que j'ai revue récemment, Mhm. qui s'appelait Colette Bertin, qui nous apprenait à fabriquer des pipeaux en bambou D'accord. et à fabriquer entièrement en bambou, à faire le bec, le bouchon, à creuser les trous, tout ça bien accordé, quoi, Oui, en bah mesurant. ouais. Je serais incapable De le je sais pas, refaire, de les refaire, mais ça m'a donné accès, ceci, à tous les instruments avant, par la Mhm. suite. Et j'ai encore un pipeau soprano que j'ai dû faire à l'âge de 5 ans, par là, quoi. Ah oui, Ouais. effectivement. 5-6 ans, quoi. Et je pense que c'est un des objets que j'ai avec moi qui est que je peux compter parmi les plus anciens Oui. que j'ai en ma possession. Et qui est pas anodin, quoi, qui m'accompagne. J'ai pas soufflé dedans dans ce pipeau depuis très Depuis- longtemps, mais j'ai continué, pas plus tard que ce matin, à essayer de jouer du ney. Du Du ney. Ah, je Tu vois sais, c'est pas. la flûte orientale, où justement, il n'y a pas du tout d'embouchure. Il n'y a pas D'accord. de bec, il n'y a pas de... Oui, oui, Il n'y a oui. pas de biseau ni de Mhm. sifflet. On fait le son avec une section de bambou. D'accord. Mais c'est intéressant. D'accord. Très Comme bien. souffle. Et mais donc ça, oui, c'est. Mais vous avez jamais été sinon collectionneur de, je sais pas, de vieux livres ou de. Ah si, des livres, j'en ai. Mais je sais pas si on peut appeler ça... C'est une forme d'addiction aussi. Aussi. On peut pas appeler ça une collection parce que j'aime bien les livres. Mhm. J'aime bien avoir des livres sur moi, j'aime bien glaner des livres, surtout des vieux livres. Mais tous les livres sont bons. Oui. Et ça, c'est aussi pour le contenu, quoi. Je suis pas bibliophile D'accord. non Oui. plus. Oui, c'est pas. C'est parce que moi, j'ai beaucoup de livres de poésie Mhm. sur plein de sujets, mais pas mal de littérature. Et j'aime bien cette compagnie des livres. D'accord. Oui, mais il y a pas de Et y a- culte de l'objet. On est vraiment sur ce qu'il. Non, mais je préfère ce qu'il les renferme. livres. Si, il y a quand même l'objet qui compte. Je Mhm. préfère lire dans Bien un sûr, livre un livre sur du que- papier que lire sur un écran, quoi. Oui, oui, non, bien Oui. sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'entretien particulier et comment dire, de sacralisation Non. de l'objet, dans le sens qu'il Non, faut non. surtout pas le transporter, surtout pas Non. l'abîmer ou l'esquinter. Non, au contraire, même un peu trop au contraire, quoi. Plutôt à manipuler. Après, j'y tiens, mais c'est vraiment pas pour l'objet Oui, lui-même. C'est le contenu qui m'importe. c'est pour ce qu'il renferme. Alors, Alors. si vous deviez vous décrire en 5 mots, pas 5 adjectifs, 5 mots. 5 mots. 5 mots.
C'est quoi des mots? C'est pas des adjectifs, non? Bah, ça peut être des adjectifs, mais n'importe quel mot. Euh, Il y en avait un que vous avez dit au début. Donc, saltimbanque, Moi, je dis artisan ou simplement, je vais vous histrion. dire un livre ça. Denis Lavant, destin naval, histrion. Très bien, parfait. Alors, comment aimeriez-vous mourir? Bon, j'aimerais pas trop. Oui. Je sais pas, on peut pas dire comment aimeriez-vous mourir, à mon avis, parce que on peut pas, c'est antinomique presque. La notion d'amour et de mort, quoi, c'est un peu, c'est, C'est à la fois antinomique et en même temps, il y a beaucoup de choses, et dans la littérature, et dans le cinéma, et dans le théâtre, où les deux se rejoignent, et oui, oui, on oui, appelle bien oui. l'orgasme la petite mort, donc il y a une Mais je conçois. il y a De une toute façon, relation. il y a ce rapport de toute façon, à la mort tous les soirs quand Mhm. on entre en scène. D'accord. C'est Ouais. une manière de s'abandonner, de se passer par-dessus, quoi, de dépasser, de passer un seuil. Mhm. Mais après, je peux pas vous répondre D'accord. parce que j'ai pas encore éclairci cette question. Voilà. Très bien. Alors, qui pourrait vous incarner au cinéma, selon vous? Je sais pas. Oui. Pas quelqu'un de ressemblant, peut-être, justement. Bah oui, hein, ça peut être intéressant de voir justement quelqu'un qui ne ressemble pas Ouais, physiquement. Je vois pas, j'ai aucune idée. D'accord. Peut-être un, je sais pas, non, Non. un animal peut-être. Bon, pas celle. Pourquoi? Ah bon, je sais pas. Ah, bon. Elle est beaucoup sortie récemment et je la trouve Ah, pas bon. si intéressante que ça. Mais Bah, est-ce facile de vous connaître? bah non. Ça dépend de quelle façon, à quel point de vue. Superficiellement ou en profondeur. Moi-même, est-ce que je me connais? Alors ça, pour le coup, je ne peux pas répondre. Y a-t-il une association de nourriture bizarre que vous aimez bien? Bizarre. Bizarre. Non. Non. Non, non. Moi, j'aime bien quand je cuisine pas, en fait. D'accord. C'est un peu. Mais si je cuisine chez moi, c'est minimaliste. Mais ce que j'aime bien, c'est pas très bizarre, mais c'est les seules choses que je me fais parce que ça me fait marrer. Je trouve ça joli. Mhm. Et puis c'est bien. Puis je suis surtout attentive au fait de m'alimenter parce que je dois jouer. D'accord. Je suis pas dans. Si, après, j'aime bien manger des choses bonnes, mais ce que j'arrive à faire de mieux et qui me satisfait, c'est des pâtes à la spiruline avec du saumon fumé. D'accord. Et juste, il y a un mélange de vert, bleu et Mhm. d'orange qui est charmant. Et D'accord. ça le fait pas mal, quoi. C'est joli. C'est et pas ça- très ça le fait compliqué à bien. faire. Ouais. Parce que oui, la spiruline, on est d'accord que c'est une plante. C'est une algue. Oui, c'est une algue. C'est une algue un peu énergétique qui est pas mal, hein, qu'on trouve dans les boutiques bio, diététiques. Donc il y a des pâtes à la spiruline. D'accord. C'est marrant. Donc ça Ah oui, donne donc une c'est petite couleur bleu-vert aux pâtes. Et avec le saumon bien orange. Ça. Je sais pas ça si c'est fait un- très simple, mais enfin c'est pas mal. Ça fait un joli mélange. Ouais, c'est joli, c'est joliment coloré, D'accord. quoi. Mais c'est donc des pâtes à la spiruline. C'est pas une sauce à la spiruline. Non, 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 non. Ouais. Non, bah oui, c'est vrai que C'est possible. j'ai rarement. C'est la première fois que j'entends parler d'utilisation de la spiruline dans Dans les pâtes Dans les pâtes, Ouais, donc, ça vous voilà. épate, ouais. Quel est le pire défaut à vos yeux et celui que vous pardonnez le plus facilement? Le même? Non. Ah. C'est deux questions en une. Ouais, un. C'est. Ben, je trouve que le pire, c'est l'hypocrisie ou le mensonge. Mhm.
Et, en même temps, des fois, effectivement, c'est quelque chose qui est... non, je trouve ça pénible. La flagornerie, l'hypocrisie, quoi, la complaisance, de pas dire ce qu'on pense. Mhm. Et des fois, on ne peut pas forcément toujours le dire. Non, bien Mais je suis sûr. dans un métier où on est bien placé pour savoir que c'est empêtrant de dire son avis sur quelque chose qu'on vient de voir et qui vous a pas plu. Mhm. Et moi, j'ai trop souvent dit, et ça m'a valu des retours un peu, un peu violents, du coup. Mais je pense que c'est important aussi Oui. de le dire. Et, le défaut pour lequel je peux avoir le plus De sympathie. de sympathie, pas de sympathie, mais d'indulgence, comme vous dites, c'est la peur Mhm. ou la lâcheté, parce que je pense que ouais, la faiblesse, la peur, la lâcheté, le fait ouais, de pas affronter une situation parce que c'est de violence, Oui. de fuir, de s'esquiver, je trouve que c'est ouais, c'est on met pas ça forcément en avant. On Mhm. dit ah ouais, il faut être fort, mais c'est très très bête quoi. Oui. Des fois le courage peut s'allier avec la bêtise aussi. Oui. Et donc voilà, il me semble que c'est important quoi, c'est un des reliefs humains qui en font aussi qui peut en faire la grandeur quoi. Oui. Alors, si vous pouviez créer un croisement entre deux animaux pour en inventer un nouveau, que feriez-vous? Oh ben il y a déjà pas mal de biscornus quand même. C'est vrai. Mais je trouve je sais pas. Bêtement, un mélange entre un chien et un chat, je trouvais ça intéressant. Pourquoi? Pour faire l'animal de compagnie Idéal. parfait, idéal. Oui, 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 oui. Vous avez des animaux? J'ai un chat. Un chat? Ouais. Alors, quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez faite étant enfant? Je n'ai pas fait énormément, quoi. Mhm. Mais je pense que là, honnêtement, il y a une bêtise que j'ai faite qui n'était pas très honorable. C'était de saloper un truc qu'avait fait ma sœur. D'accord. Un, un poisson, elle faisait des Un émaux. dessin? Puis d'avoir mis les doigts dedans et de l'avoir vraiment un peu salopé, quoi. Et d'avoir laissé accuser mon petit frère. Ah, oui, parce que C'est un truc le moins reluisant que j'ai fait, quoi. j'allais dire que ça va, que c'était assez, assez gentil comme Ouais, ouais, mais bêtise, mais c'est vrai que ouais, l'ensemble. faire porter Ça, la faute ouais. sur le Ouais, petit ouais, ouais, frère. s'est fait engueuler. Mais enfin, je l'aurais avoué maintenant, alors. Oui, Faut t'avouer à moitié pardonné, quoi. c'est ça. Et puis bon, depuis le temps. Alors, jusqu'à quel point aimez-vous prendre des risques? Bah, en fait, des risques, c'est relatif parce que il y a des fois, il y a là, par exemple, dans cette pièce, Mhm. je monte sur un escabeau branlant Mhm. et pour les gens, pour les spectateurs, je prends des risques. Oui, Pour moi, il y a pas, je touche du bois, mais ça va. oui. Je suis sûr de moi. C'est pas périlleux. Après, il y a des plus grands risques, quoi, les choses les plus périlleuses que j'ai pu faire en ayant conscience. C'était pendant des tournages avec Léos. D'accord. Où, là, j'ai fait des choses, j'ai dépassé des limites que j'aurais pas, des choses que j'aurais Mhm. pas pensé faire, mais parce que ça tournait. Oui, Parce que la caméra tournait, parce que oui, c'était mais dans ce cadre-là, c'était pas pour mon propre compte. C'était après j'ai pris des risques. J'ai pris des risques des fois en étant conscient après coup, sous alcool, Mhm. en étant bourré, quoi. Que
J'ai pris des vrais risques avec dans la rue, quoi, de manquer de cassage de gueule. Ah oui. Oui, oui. Mais ça, je sais pas si c'est des risques. Si, c'est des risques. Si, c'est des Mais risques, j'aime oui. pas tellement. Ça dépend dans quel état je suis. C'est-à-dire, en fait, c'est là où c'est relatif. Mhm. On prend des risques à un endroit où on n'en est pas forcément conscient. Où pour les gens extérieurs, on dit ah, c'est terrible. Mhm. Mais c'est quelque chose de maîtrisé. Ou c'est dans une inconscience un peu bête ou d'ivresse Mhm. qu'on peut prendre des risques. Mais bon, pour moi, il y a aussi des risques psychiques qu'on peut prendre Oui. aussi en jouant. En frôlant des zones périlleuses, des Mhm. vertiges de l'individu, de soi-même. Oui. Ça, effectivement, j'ai pu en vivre des fois par rapport à des rôles. Où oh, attention, particulièrement au cinéma, où c'est plus périlleux, Ah oui. parce qu'on est plus immergé dans un état qu'au théâtre, où on se doit de maîtriser Mhm. absolument le déroulement de la représentation. Ah, d'accord. Ouais. Et alors, par exemple, quand vous avez fait donc le choix de choisir la vie de comédien et la vie de la scène, vous le perceviez comme un risque à ce moment-là ou pas du tout? C'était une évidence. Ah non, pour moi, c'était C'était l'évidence même. une attraction, quoi. D'accord, oui. C'est Ah. des films, cette idée de vivre ce qui se passait dans les coulisses. Mhm. C'est vrai, mes parents m'ont emmené au Oui. théâtre, au cinéma. Et puis j'ai vu, ce qui est fascinant, c'est les films qui parlent du théâtre. Oui. Notamment un film, pour moi, qui m'a marqué beaucoup, c'est Les Enfants du Paradis. Oui, bien sûr, oui. Et là, parce qu'on voit les comédiens, on voit les coulisses. Mhm. Et c'est enthousiasmant. Ce monde-là qui est mystérieux pour les spectateurs, qui sont privés de ça, de pouvoir Oui, être là. de pouvoir, C'est ça qui est merveilleux. D'être dans le double fond de la boîte magique, c'est génial. Et donc, c'est ça. Et puis, ouais, c'est de vivre ça. Mhm. Puis de vivre, de pouvoir euh, imaginer une vie qui soit assez onirique, qui soit dans le rêve ou dans la fiction, qui soit dans du pas pour de vrai, Oui. mais en même Ouais, temps ouais. en y croyant, qui soit. Et puis, et malgré tout, de toute façon, c'est très riche. C'est pour Mhm, ça que bien je sûr, continue oui. à faire ce métier de comédien, parce que c'est un métier de communication, Mhm. c'est un métier d'échange, particulièrement au théâtre, où on est confronté à du public qui est anonyme et où on donne quelque chose de soi, de l'émotion, comme ça, quelque chose d'impalpable, mais que ça circule. Oui. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. D'accord. Qui est dans un rapport clair, simple, sur scène, Mhm. qui peut exister dans la vie de tous les jours, mais qui est plus compliqué. Parce Oui, qui ouais, ouais. demande une exclusivité de relation. Ça prend un autre terme. C'est de l'amitié, c'est de l'amour. Oui. Voilà, c'est autre chose. C'est du lien. Oui. Et que sur scène, il y a cette possibilité d'offrir, de s'offrir sans qu'il y ait de conditions ensuite. Oui. Vous voyez, Oui. sans qu'il y ait de lien, sans que ça Sans qu'il y ait entraîne. Et c'est ça qui est formé. C'est de l'éphémère. C'est du rapport, de la liaison, de l'échange, comme ça, entre soit en fiction, Mhm. entre soit représentant d'une fiction et une masse d'individus anonymes. Et après, ça n'empêche qu'il peut y avoir de la discussion ensuite. Mais l'intensité de ce qui est donné, de ce qui est échangé, il n'y a pas ça n'entraîne pas de lien, de conséquences, de rapport de pouvoir, de tout ce qui est encombrant de la vie. Oui, très bien, je vois. Tant mieux, si vous voyez. Alors, avez-vous un talent que vous êtes embarrassé d'avoir? Non. Non. Je vois pas, j'ai pas de don de double vue. Non. Non, je suis désolé. Non, bah. C'est pas, je beau chercher, je vois pas. Alors, vous pouvez réunir les 4 personnes célèbres de votre choix à un dîner. Qui choisissez-vous? J'ai peur de choisir que des dingues. Mais ça va être compliqué. Ça peut être un bon dîner, hein. Qui invitez-vous à manger 4. des pâtes à la spiruline et au saumon Et au fumé? saumon fumé. Attendez, c'est pas évident quand même.
Hem et mais j'en ai parlé tout à l'heure. J'inviterais bien Van Gogh, D'accord. heu, ça va être compliqué, Nijinsky aussi, Oui. heu, hem, j'inviterais bien Louise Michel Mmh. et puis, faudrait trouver un un et après j'hésite, et j'inviterais bien Buster Keaton. Oh! Ouais, Ah ouais, c'est une très, ouais. très belle table, C'est une belle tablée, hein, il y a pas c'est beaucoup de ça. femmes, mais bon, c'est pas, Non, bah, il y a Louis il y a Louise Michel et puis, mais c'est vrai que ça risque d'être un repas animé. oui, voilà, c'est ça, un dîner assez, assez animé avec toutes ces personnes, alors, plutôt pessimiste ou optimiste? Heu, Ça dépend des jours, Mmh. mais je pense que je suis plutôt optimiste. Ouais, Ouais, au fond, au fond, ouais. Optimiste désespéré, comme dirait, oui. Francis Bacon. Ben, ça me fait penser aussi un peu à une phrase de Sioran, Ah oui. qui dit que oui, seuls les optimistes peuvent être tristes et désespérés. Je crois que c'est. Alors, c'est dans une phrase qui est liée au suicide. Je Ah crois que ah. c'est. Oui, c'est ça. C'est seuls les optimistes sont suicidaires. Qui ont perdu toute raison de l'être. Les pessimistes n'ayant pas de raison de vivre, pourquoi en aurait-il de mourir? Ah ouais. Ah bah ouais. Je le reconnais bien, Sioran. Alors, c'est l'avant-dernière que je tire. L'avant-dernière, ouais, c'est sûr. Alors je pense, au vu des interviews que j'ai pu voir, connaître la réponse à cette question. Si vous pouviez exercer votre art sans être connu, le feriez-vous? Comment? Alors, si vous pouviez exercer votre art sans être connu, le feriez-vous? Bah, oui. Quoi, moi je peux pas faire, oui, c'est pas je peux pas dire que c'est pas l'important, mais ça va de soi. Moi, j'ai Mmh. commencé à jouer Bien sûr, oui. sans j'ai pas fait exprès d'être connu, en fait. Oui. Et même ça m'est arrivé une fois de retrouver, l'anonymat pour faire une prestation, dans la rue à Avignon Ah oui, pendant la grève des intermittents. d'accord. De me masquer, de me mettre en anonyme pour pouvoir être libre de jouer dans la rue Mmh. sans être, parce que Oui, ça a du positif et et bien sûr, et du ça peut être négatif, ouais. encombrant d'être connu, Mmh. et de pouvoir, parce que ça induit, mais c'est marrant aussi. Mmh. Mais c'est vrai que ça va de soi. Oui. Et même il y a un truc, que j'aurais aimé, mais qui est pratiquement impossible, c'est ce que peuvent réussir à faire des écrivains comme Romain Gary, Oui, oui, oui. à prendre une autre personnalité de plume, Émile Ajar, Oui, oui. et qui garde, en fait, qui est une personnalité cachée, masquée pendant un temps, Mmh. où le subterfuge n'est pas N'est tout de pas suite reconnu. révélé, n'est Et en pas tant que comédien, c'est extrêmement difficile. bah, bien Sauf sûr. évidemment, il y a évidemment les clowns Oui. qui généralement, ils prennent un masque, Maquillage, un maquillage, et ils sont totalement anonymes dans la rue, quoi. mmh. Mais voilà, mais bon, j'ai pas trouvé encore le masque. Et donc, Ah, la bah, dernière. la dernière. Si vous pouviez poser une question à un habitant du monde du futur, laquelle serait-ce? Bah, c'est pas évident. Est-ce que vous avez trouvé la solution par rapport au temps? Comment ça? Bah, c'est ça que je poserais comme question. Mais Par rapport c'est-à-dire au temps, par est-ce rapport au que parce temps? que le plus, la notion la plus mystérieuse, c'est par rapport au temps. Mmh. C'est le temps, l'évaluation du temps, la mesure du temps, le temps, l'appréciation du temps, qui nous joue des tours, en fait. Et donc, est-ce que vous avez trouvé, réussi
à trouver quelque chose par rapport au temps. Le temps, voilà. Très bien. Ça reste ouvert. Oui, voilà, ça reste très ouvert comme question. Donc, j'ai posé toutes mes questions. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant en tirer 3 pour nous les poser. D'accord. Ça va, on n'est pas trop longtemps. Non. Ah, j'ai posé des questions. Une odeur qui te plaît particulièrement. Moi, c'est l'odeur de l'ambre. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît particulièrement dans l'ambre, quelque chose de... L'ambre végétal ou l'ambre animal? Non, l'ambre végétal. Oui, mais et vous, est-ce qu'il y a une odeur qui vous est particulièrement plaisante? Je suis en train de chercher, mais je suis pas très... j'ai pas l'odorat très développé. Mais il y a des odeurs... mais je sais pas exactement. Il y a une odeur qui est un composant d'une infusion que je fais, mais je sais pas. Sinon, bon, la cannelle, j'aime bien, quoi. La cannelle, c'est un truc qui est assez apaisant, qui est intéressant, quoi, qui est un épice très fin, quoi. Oui. Et la cannelle, de l'huile essentielle de cannelle, je respire, c'est shootant, quoi. Voilà. Ensuite, alors, hop, j'ai au fond du panier, hop. Le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné. C'est une bonne question, ça. Là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui m'a appris à déstabiliser mon adversaire si un jour on m'agressait physiquement dans la rue ou ailleurs, que je n'ai jamais eu à utiliser. Donc, est-ce que c'est un si bon conseil que ça? Et c'est vrai que j'ai plus de mauvais conseils qui me viennent à l'esprit que de très bons. Vas-y, je vais citer mon père qui chaque fois où j'avais un truc important dans ma vie, que ce soit des oraux, le bac, ce genre de choses, me disait, et ça peut lui arriver de me le dire encore, montre-leur à qui ils ont affaire. Voilà. Tout ça, c'est que des choses quand même d'affrontement, de rivalité. C'est vrai, ouais. Quelque chose qui a pas mal la rivalité, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est montre-leur à qui ils ont affaire. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs conseils, effectivement qu'on m'ait donné. Et vous, il y en a un qui vous vient Moi, il y en a un en fait qui est tout bête, mais c'est vrai, qui est concret, qui est mécanique, et je pense qu'il m'a fait avancer pas mal. C'est mon maître de Commedia dell'arte, quand j'ai fait des stages avec Carlo Bozo, qui m'a vraiment appris les bases de mon travail, de ce que je fais jusqu'ici, vraiment. D'accord. C'est le seul que je reconnaisse absolument. Et simplement, un jour, il m'a dit, baisse les épaules. D'accord. C'est-à-dire, au lieu de te tenir comme ça, j'étais en comédie et donc j'ai tendance à tout monter coincé et simplement et je trouve que c'est un exemple, c'est un détail, mais pour moi ça résonne fortement parce que c'est mieux que 1000 détails psychologiques, de conseils, de manière d'enjoindre à faire comme ceci. Non, et comme je réagis d'abord par le corps, puisque c'est mon premier langage, ça c'est quelque chose de concret et qui entraîne tout le reste. Effectivement, si à un moment donné, sur scène ou un tournage, je comprends plus où j'en suis, je baisse les épaules. C'est pas baisser les bras. Hein. Oui, non, mais c'est décrocher quelque chose d'une tension et où réside la plupart, l'ensemble des tensions. À partir de là, ça... je vais essayer de m'en rappeler, je vais essayer de le mettre en application. Baisse les épaules, ça a l'air effectivement un bon conseil. Sinon, j'en ai un autre, mais c'est un truc que m'avait... c'est un conseil, mais c'est un rapport à un personnage aussi. Comme quoi, tout est quand même bien axé sur le jeu. C'est Léos. À un moment donné, quand on cherchait le personnage
d'Alex dans Les Amants du Pont-Neuf. Oui. Et il avait vu à un moment donné où j'étais totalement... Je comprenais plus où j'étais. J'étais au bord de la dépression parce que je comprenais plus que dans quoi. C'était moi qui étais en question. Si on tournait, où était le personnage. Et il a saisi à un moment donné où j'avais le regard complètement fracassé sur une prise. Il m'a dit, ah, c'est là. C'est Ok. plus d'oubli dans les yeux. Et D'accord. c'était ce conseil-là, qui n'est pas un conseil général humain, qui m'a Oui. servi pour ce personnage, mais c'était symptomatique. Sur 3 ans de tournage, c'était possible Ah, ça a duré 3 ans de tournage. de retrouver l'essentiel du personnage par ce signe-là, cette indication-là. Plus d'oubli dans les yeux. Je dis, ok, D'accord. voilà. Et c'est ça. En fait, moi, il ne me faut pas des choses comme ça, des éléments très précis qui ciblent quelque chose. C'est avec ça qu'on avance. D'accord, ouais. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ça a duré 3 ans, le tournage des... C'est là, si je me mets à le raconter, raconter. on en a pour 3 heures encore. D'accord. Même pour 3 jours entiers. Quoi. Très bien. Parce que on cherchait une authenticité Mhm. et on ne se parlait pas beaucoup non plus. Et il y avait Juliette Binoche et moi sur le tournage, Oui. comme ça, tout le temps, tous les jours. Et c'était un film compliqué à faire, en fait. Compliqué, qui demandait des enjeux humains et de la perdition aussi. Oui. D'aller toucher vraiment, de se mêler de la misère sociale, d'aller à la rue, et donc forcément du dérèglement. Oui. Du débordement et de l'immaîtrisable. Et donc ça, effectivement, accidentellement, c'était pas prévu, mais on s'est... Et puis bon, on n'a pas tourné 3 ans complets. Non, bien sûr. Ça compte avec des arrêts, le temps de retrouver une production, de reprendre, de se planter, d'être arrêté, puis de reprendre. Ah oui. Et 3 périodes, ouais. Alors, j'ai une question encore. Une dernière, c'est ça. Y a-t-il une cause qui te touche particulièrement ? Ah, oui, enfin, il y en a plein. Il y en a plein, de par mes entourages, et en même temps, de par ma condition avec laquelle je suis né, je considère qu'il y a peu de causes où je suis légitime à m'exprimer. Mais je pense que je suis assez... je suis très sensible au féminisme, par exemple, et aux luttes pour les droits des femmes. Mais justement, en tant qu'homme et donc en tant que potentiel oppresseur, je considère que j'ai pas de... Ma voix n'a pas d'importance, et que c'est surtout mes oreilles qui ont une importance sur ce genre de questions, en fait, mes oreilles et ma compréhension. Mais oui, je pense que celle qui me touche le plus, non, même pas. Je pense que pareil, la lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les violences faites aux personnes homosexuelles ou transgenres m'affecte particulièrement, entre autres parce que j'ai des personnes dans mon entourage qui sont directement concernées par ces questions. Donc ouais, globalement, je suis tout ce qui est lutte sociale, en fait, je pense, me touche particulièrement. Et en même temps, c'est vrai que je considère que ma voix sur ces questions-là a peu d'importance, et que mes oreilles en ont beaucoup plus. Faut pas dire ça, parce qu'on est... faut pas dire ça, que ça a peu d'importance. Puisqu'on est humain, quoi. C'est de défendre une cause humaine. Oui. Si on prend l'humain à part entière, on est composite de plein de choses, de pulsions saines, malsaines, d'avoir une partie de féminin, de masculin, quand même, d'être composite aussi de plein de choses, de types d'individus différents. Et donc, je trouve ça légitime de l'ouvrir, en fait. En fait, pour moi, c'est légitime de l'ouvrir contre toute oppression. Quoi. Oui. Et de l'humain contre l'humain, quoi. Je trouve ça bien sûr. aberrant. Je comprends même pas. Je peux pas admettre, réaliser, encaisser qu'il y a une partie du monde où il y a un tremblement de terre qui fait un nombre de victimes incroyable, et qu'à côté, il y en a qui continuent à se tirer dessus et se faire des victimes de l'humain par l'humain. Je trouve ça obscène. En fait, je trouve que ça manque totalement d'humanité, de jugeote, quoi. Oui, non, c'est vrai. C'est de la folie, elle est de ce côté-là, quoi.
C'est pour ça, moi, les grands fous, les grands internés de la vie, artistes ou non, ils me touchent parce que souvent, ils sont proches d'une vérité qui est l'insupportement du monde tel qu'il se vit, tel il se développe. Et la plupart des grands malades mentaux, c'est les gens de pouvoir. Oui, ils sont très très loin d'une conscience de la réalité qui est digne. Bien sûr. Et je pense qu'en plus de ça, on parlait d'addiction tout à l'heure, pour ces personnes, le pouvoir devient une addiction. Ah, je sais, c'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Ça altère la personnalité, quoi. Eh bien, sur ces belles paroles. Voilà, sur ces belles paroles. Merci énormément d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, j'étais très... Alors, j'ai eu une dernière question que je ne tire pas, qui est si vous pouviez me donner 2 personnes que vous aimeriez entendre répondre à ces questions aléatoires. Cazet, par exemple, s'il n'est pas venu. Si vous avez son contact, moi, je suis je sais pas, j'ai essayé de l'appeler l'autre fois, mais j'ai peur que ça soit plus son numéro. Ouais. Mais j'espère recevoir Cazet le plus... pas forcément le plus tôt possible, parce que je dis souvent que le jour où j'ai reçu Cazet, je commencerai à envisager la fin d'Aléatoire. Ah oui. L'objectif aura été rempli. Ah oui, oui, d'accord. L'un des buts de ce podcast, c'est quand même d'avoir la chance d'échanger avec Cazet et quelques autres personnes dont vous faites partie. Donc une fois que ce sera fait, ciao. On verra où ça nous mène. On vous retrouve du coup en ce moment encore pour 3 semaines au moment où on enregistre. Je ne sais pas au moment où l'épisode sera sorti, mais au théâtre de l'Atelier. Jusqu'au 12 avril même, parce qu'on prolonge. D'accord. Et officiellement jusqu'au 5 mars. Et après, en prolongation, à raison de 3 jours par semaine environ. D'accord. À 21h. Jusqu'au 12 avril. Alors que maintenant, c'est à 19h. Voilà, jusqu'au 12 avril. Et vous partez en tournée avec après ? Je sais plus. D'accord. J'ai d'autres choses à faire après. Ok, très bien. Mais ça, on va continuer à le tourner de toute façon. Et je veux quand même clôturer en posant la question, est-ce que vous continuez toujours pour la beauté du geste ? Oui. 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 Comme vous avez commencé. J'ai ça chevillé au corps, le geste, et c'est force qu'il soit le plus beau possible, quoi. Formidable. Merci beaucoup, Denis. Avec plaisir. Encore une fois. Allez. Et chers auditeurs et auditrices, je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.